Et bonjour à tous. Je suis Anthony de J'étais en Espagne et mon collègue Thomas. Bonjour à tout le monde. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes pour laisser quelques retardataires se connecter avant de commencer. Déjà bien bronzé. Oui, là on est en position été déjà depuis quelques semaines. C'est pas vous narguer, c'est juste vous donner envie. Monsieur Serra, il était passé à l'agence, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est la même personne. Écoutez, je redis bonjour à ceux qui n'étaient pas là la première fois que je vous ai salué. Merci beaucoup d'être sur ce webinaire. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. L'objectif de ce webinaire, il est simple finalement. C'est de vous faire connaître l'Andalousie, qui est une région riche, la plus grande d'Espagne, avec une grosse diversité, et surtout de vous donner envie de réaliser vos projets. Moi, je m'appelle Anthony, je suis le responsable de l'agence de Benalmádena qui chapeaute toute l'Andalousie. Et Thomas est un conseiller, un chasseur immobilier avec qui nous travaillons. Et en fait, ça fait moi quasiment 15 ans que je suis sur place ici. J'avais acheté un premier appartement en 2004 sur Torremolinos. Et la vie a fait que je me suis installé ici il y a une quinzaine d'années et j'y suis très heureux. Et en fait, l'idée d'aider les Français, les francophones à s'installer sur la région est née lorsque j'ai moi-même acheté mon appartement en 2004. Je parlais très, très mal espagnol, je ne connaissais rien et ça avait été assez compliqué. Et je m'étais dit, après l'avoir acheté, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait accompagné, ça aurait été plus simple. Et du coup, j'ai mis en place cette idée doucement et en rencontrant Thomas Rouer, le fondateur et créateur de J'achète en Espagne, on s'est associés et on a lancé ce service vraiment dédié aux francophones pour faciliter les projets et aider à les réaliser. Je laisse Thomas se présenter. Mais du coup, moi, je suis Thomas Prat. Je suis arrivé en Andalousie il y a 10 ans, dans la ville d'Antequera, à 30-35 minutes de Malaga. C'est une ville en plein centre de l'Andalousie. Vu que j'avais de la famille ici sur place, des petits allers-retours avec Toulouse et me revoilà depuis 2 ans à Malaga, où ça va faire maintenant 1 an et demi. Le temps passe vite à l'agence. J'achète en Espagne, ici sur Benalmádena. Voilà. Donc, en fait, l'Andalousie, ça, c'est les points que nous allons aborder ensemble. L'Andalousie, une région aux 1000 visages, c'est une grosse région avec plein de diversité, je vais vous en parler. La Costa del Sol, Malaga, bien évidemment, c'est le plus connu, c'est la star de l'immobilier. On va faire un focus dessus. Et puis il y a d'autres pépites en Andalousie que Thomas va vous présenter. Et une fois que nous aurons fini cette présentation, on répondra à vos questions. Donc, en fait, nous, nos services consistent, comme je vous l'ai dit en résumé, c'est de façon globale à vous accompagner dans votre projet. On a beaucoup de gens qui nous sollicitent. Il y a des projets qui sont mûrs, d'autres moins mûrs, des gens qui sont plus à même à se débrouiller seuls que d'autres. Nous, on s'adapte. On propose un service qui, la première des choses, c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, c'est de donner envie, d'expliquer les richesses de l'Andalousie et finalement
par rapport au profil que vous avez, par rapport au budget que vous avez, à votre style de vie, à ce que vous aimez faire en vacances, à ce que vous aimez faire dans la vie, eh bien, notre connaissance de cette Andalousie va dire, OK, on vous imagine bien là. Pourquoi? Parce que ceci, parce que cela, parce que budget, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parcourir l'Andalousie par rapport à ça. Mais notre travail après, effectivement, c'est que quand on nous sollicite, on essaie de mettre en adéquation les projets et la zone. C'est le premier point, c'est le plus important. Une fois que le projet est mis en adéquation avec le budget et la zone, on passe au côté concret, c'est la recherche. C'est la recherche du bien. Et donc là, nous sommes une équipe de 7 personnes. Il y a 4 chasseurs qui se baladent, se promènent, qui recherchent sur toute l'Andalousie pour trouver des choses qui correspondent. Donc ça, c'est aussi une partie très importante. Si on n'est pas là, c'est relativement simple. Les gens se connectent sur les portails. Bien évidemment, il y a de l'information, ce n'est pas ce qui manque. On peut en avoir. On voit des annonces, on appelle, on ne parle pas espagnol, c'est compliqué, on ne répond pas. Bref, on s'organise des séjours, les gens viennent. Ce qu'on avait vu sur Internet, c'est plus disponible, on ne peut pas visiter. Finalement, on fait un aller-retour, 2 allers-retours, 3 allers-retours pour rien, on se décourage. Eh bien non, nous, si on travaille avec Jeannette en Espagne, on va préparer vos visites, on va aller voir les biens, on va vérifier dans quel état ils sont. Et le jour où vous allez venir, il y aura un agenda qui sera prêt, millimétré, et en une journée ou 2 journées, on va vous remplir votre agenda et vous allez avancer dans votre projet. Donc ça, c'est un point très important. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement juridique et administratif. C'est pareil, hein, moi, je vous ai parlé de mon expérience. Ben voilà, on fait des choses, quand on n'est pas encadré, on parle pas forcément bien. Bon, on y va parce qu'on est optimiste, on fait confiance, mais des fois, on fait des bêtises. Donc nous, concrètement, on va prendre en main tout l'accompagnement juridique, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'appartement au niveau urbanistique, voir s'il n'y a pas de problème dessus, avec notre équipe, plus un avocat qui travaille avec nous. On va également vous accompagner au niveau administratif. C'est plein de petites démarches, mais il faut un numéro d'identifiant des étrangers qu'on va vous obtenir. On va vous obtenir aussi, on va vous ouvrir un compte bancaire s'il y a besoin. Une fois que vous aurez acheté, on va domicilier vos impôts, on va changer les titulaires des contrats d'eau, d'électricité. Bref, avec un interlocuteur unique, vous allez avoir tous les services qui va faire que ça va cheminer et vous allez devenir propriétaire en toute sérénité, en toute confiance et en évitant les aléas. En parallèle, bien évidemment, avec le temps, on a développé pas mal de partenariats et pas mal d'accords, notamment en termes de financement. Donc, on travaille avec une société qui s'appelle FinSpain, qui, si vous avez besoin d'un financement en Espagne, va aussi pouvoir vous accompagner. Si, une fois propriétaire, vous souhaitez mettre votre bien en location, que ce soit en location longue durée ou courte durée, on vous mettra également en relation avec des partenaires de confiance. Donc voilà, en synthèse, les choses qu'on propose et à quoi on sert. Thomas, si tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as tout dit. On est vraiment notre interlocuteur unique ici sur place. Et notre gros point fort, c'est qu'on connaît ici la région, on habite ici, on passe nos journées ici, que ce soit pour le travail ou les week-ends. Donc, on va vraiment prendre, moi, comme je dis toujours à mes clients, c'est vous, et Anthony l'a très bien dit, vous faire acheter un appartement ou une maison, c'est bien. Mais trouver avec votre appartement une localisation qui va correspondre à votre mentalité, votre rythme de vie, c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment ça le point fort de notre accompagnement. Vous trouvez une zone où vous allez aller au restaurant, les plages, ou plus dans les terres si vous préférez terre, montagne, et voilà. Voilà. Donc on a notre agence, nous ici, à Benalmádena, qui s'occupe de toute l'Andalousie. Et sachez également qu'on est présent sur toute la côte, avec des bureaux à Alicante, Barcelone, Vinaros, Valence, et puis à Madrid, avec notre collègue Bastien, qui est vraiment très, très compétent sur Madrid. Pour en revenir donc à l'Andalousie, j'imagine que certains connaissent certains endroits, mais en fait, l'Andalousie, c'est quand même très, très, très étendu. Je vais faire un petit panorama pour que vous imaginiez, que vous visualisiez bien les choses. En fait, quand on commence l'Andalousie en partant du côté est, la première province, c'est Almeria. Almeria est une province intéressante parce qu'elle est très contrastée. Il y a un petit joyau qui s'appelle Cabo de Gata. C'est un cap très joli, très préservé, très, très sauvage, complètement préservé. Après, vous avez le désert de Tabernas. C'est un désert où les western spaghetti de la grande époque d'Ennio Morricone étaient tournés. Je crois qu'il y a pour une poignée de dollars qui a été tourné là-haut. Il était une fois dans l'ouest. C'est complètement des paysages complètement désertiques.
et c'est assez sympa d'aller visiter. Et puis après, la particularité d'Almeria, c'est qu'il y a une culture intensive de fruits et légumes, donc on appelle ça également la mer de cerfs. Donc il y a beaucoup de cerfs avec des bâches blanches, c'est assez impressionnant et c'est généralement pas ce que nos clients recherchent. Donc les prix sont intéressants dans cette région, mais il faut faire attention. Il faut faire attention à cette histoire de cerfs. Mais en tout cas, voilà, il faut pas non plus balayer d'un revers de la main cette province. Les prix sont encore abordables. La ville d'Almeria a du potentiel. Il y a un beau passeau maritimo. Mais voilà, donc Almeria, sa particularité, c'est Cabo de Gata, le désert des Tabernas et une région qui a des prix encore très abordables. On continue le voyage en direction de l'ouest et on arrive sur la province de Grenade. Magnifique province. Vous avez la ville de Grenade avec son joyau qui est l'Alhambra, qui est un des sites les plus visités au monde, un palais arabe magnifique. Une ville très dynamique, étudiante, connue pour ses tapas. On prend una cerveza, una caña et on a un petit plateau qui accompagne. C'est très sympa, très convivial. Très belle ville, petite ville, qui est située environ 3/4 d'heure, 1 heure de la mer. Donc en fait, il y a la côte, on appelle ça la Costa Tropicale, où là, vous avez une ville comme Motril, qui est au bord de mer, qui est une ville aussi, une petite ville, enfin, qui présente toutes les commodités d'une ville. Et entre tout ça, vous avez les montagnes. Donc vous avez la Sierra Nevada. Les gens sont assez surpris parfois de s'imaginer qu'on peut skier. Oui, on peut skier en Sierra Nevada. Le point culminant, c'est plus de 3500 mètres, je crois. Personnellement, j'y vais une fois par saison, un week-end. C'est sympa pour passer un week-end avec les enfants, skier, etc. C'est vraiment très, très agréable et puis c'est très joli. Et après, vous avez une autre région, l'Alto Aras, une autre région très montagneuse, avec plein de petits villages très mignons. J'y suis allé hier, que Thomas a fait une vente d'une petite maison de village à Orgiva, à 35 minutes de la côte. 35 minutes, 35 minutes, bien desservi, des routes simples pour accéder à Orgiva. Super, l'Espagne authentique, un petit village. Je suis allé chez le notaire signer la vente. Je me suis arrêté sur un petit resto à l'espagnol, menu du jour 12 €, formidable, avec plein d'Espagnols. Enfin voilà, c'est une région vraiment très, très intéressante. Donc ça, c'est Grenade, Alhambra, Grenade, Sierra Nevada, Grenade, Albujarras, la côte. Vous avez aussi des cités balnéaires bord de mer comme Salobreña, Almuñécar, qui sont vraiment très, très sympas également. Les prix commencent à être un peu plus supérieurs qu'Almeria, mais ça reste quand même encore raisonnable. Continuons le voyage. On arrive ensuite sur la province de Malaga. On y rentre sur la ville de Neja, qui est connue pour être le balcon de l'Europe. Et donc là, on rentre dans le début du cœur de la Costa del Sol. Donc la province de Malaga, elle s'étend on va dire de Neja jusqu'à Estepona, Manilva. Après, on rentre sur Cadiz. Et donc là, vous avez toute cette côte, vous avez plein de cités balnéaires qui s'enchaînent. Je ne vais pas toutes vous les citer. Les plus connus, c'est à partir de Malaga, Torremolinos, Benalmádena, Miras Costa, Fuengirola, Marbella, Estepona, Manilva. Voilà un petit peu l'ordre. De l'autre côté, je les connais moins par cœur dans l'ordre, mais voilà, vous avez toute cette bande de côte qui fait environ 175 km. Et là, vous avez pour tous les goûts, du très dense, très construit. Vous avez encore des côtés un peu plus sauvages. Vous avez des ports. Vous avez un port à Estepona. Vous avez un petit port de Cabo Pino. Vous avez un port aussi du côté de Neja. Vous avez la Caleta, qui est un petit port aussi. La Caleta de Vélez, ouais. Donc là, vous avez cette côte-là qui est... Bon, là, on commence à rentrer dans le côté un peu plus touristique, mais il y a encore des endroits qui ont encore du potentiel de développement. Et ce qui est génial dans cette côte, c'est que dès qu'on recule un petit peu de la côte, c'est très montagneux, très rapidement. Donc, en fait, vous avez une zone qui s'appelle l'Archarquia. J'ai du mal à le prononcer, il y a des X et des Q. Archarquia. Et là, vous avez des villages comme Competa, Algarrobo. Ouais. On va voir tout ce qui est Arenas, Canillas. Ouais, Canillas, c'est vraiment des villages vraiment typiques andalous. On est à chaque fois à 25-30 minutes maximum de la mer. Et les prix sont vraiment, notamment à Competa, on réalise pas mal de projets sur Competa parce que les prix sont vraiment très attractifs et c'est des villages blancs en plein milieu de la montagne et c'est juste magnifique. Ça vient à l'Andalouse, c'est des villages qui ne sont pas trop touristiques et nos clients aiment bien, ils s'y sentent bien. Donc voilà, et puis derrière, il y a aussi une région que moi j'adore aussi qui est la vallée de Guadalhorce, donc c'est derrière Malaga. Vous avez des villages qui sont devenus des petites villes, Coín, Alorín de la Torre, Alorín, El Grande, Cartama. Et là, c'est une vallée, vous avez des vues montagnes magnifiques. Vous êtes entre 15 minutes et 3/4 d'heure des plages. Vous avez des fincas rusticas, des maisons
qui sont vraiment très, très agréables. Les gens qui ont fait découvrir sont souvent sous le charme. Donc ça, c'est aussi le côté campagne. Donc Malaga présente le bord de mer, présente le côté montagne, le côté campagne. On est vraiment aussi sur la province de Malaga pour tous les goûts également. On continue, on sort du côté ouest, on arrive sur la province de Cadiz. Donc là, dans une province que Thomas connaît bien, là on change complètement, on passe côté Atlantique. Donc ça, détroit de Gibraltar, on passe du côté Atlantique. Et là, belle plage, beaucoup plus sauvage, sable blanc, sable fin, forêt de pins. On se retrouverait un peu dans les Landes en fait. Ouais. Ambiance kitesurf, surf, plutôt cool. Vraiment une région qui est très très plaisante. Nous qui sommes de Malaga, on est à 1h30 de ce type de plage, et quand on habite à Malaga, souvent on va profiter de ce côté sauvage et calme pour se ressourcer. Donc ça, belle côte, hein, ouais, belle plage. Et après il y a la ville de Cadiz en elle-même qui présente aussi un port, Santa Maria, au nord de la province de Cadiz. Il y a la ville de Cadiz où là on a une ville avec un port, une ville moyenne qui est très sympa. On va vous donner ensuite des exemples concrets de tous ces biens. Et après, vous avez la province de Huelva. Donc, Thomas, si tu veux en parler. Huelva, en fait, ça se situe tout à l'ouest sur la carte d'Espagne. C'est frontalier avec le Portugal, tout ce qui est Faro, Albufeira, Lagos. Ça se développe bien. Ça reste, pour moi, à l'ouest, ça reste quand même la province, entre guillemets, moins dynamique, mais il y a quand même de la vie. Et en termes de tourisme, c'est un tourisme qui est local, mais il y a vraiment des prix très attractifs. Donc on va vous présenter ça par la suite également. Et vraiment, le côté frontalier au Portugal, ça donne un espèce de mélange de style qui est assez intéressant, qui plaît également. Ouais. Ok, et ensuite on va rentrer dans des villes un peu mythiques. Vraiment, je ne sais pas si certains de vous les connaissent, mais en rentrant dans les terres, on va arriver sur la province de Séville. Je pense que je ne pourrais pas vous décrire Séville parce que c'est une ville où il faut voir pour croire. C'est une merveille d'architecture, d'église, de cathédrale, la Giralda, le regard brille à chaque coin de rue, à chaque petite place, à chaque patio, à chaque façade. C'est magnifique. Et Thomas, vous connaissez bien cette ville? Ouais, on va vous la présenter également, Séville. Séville, c'est la capitale de l'Andalousie. C'est vraiment, les Sévillans protègent vraiment leur ville. Ils gardent les traditions et les valeurs. Et quand on est à Séville, de suite, on sent qu'on est dans une ville vraiment où on s'y sent bien. Et donc, la ville de Séville, vous allez voir que les prix du centre sont élevés. C'est une ville historique, donc c'est un petit peu, les prix sont assez élevés. Par contre, après, dans toute la province, c'est intéressant parce que quand on habite à Séville, on est à Matalascañas, 1 heure, même pas de la plage. On a 1 heure de la plage de Matalascañas. Et du coup, entre Séville et Matalascañas, il y a des maisons individuelles, piscines qui sont intéressantes. Bon compromis pour les amoureux de Séville. Ok, je vais à Séville, mais j'ai ma maison avec ma piscine, et quand je vais à la mer, je suis à 1 demi-heure. Donc ces régions-là, elles sont assez sympas. Et ça marche aussi un peu pour Cadiz. On peut être à 1 demi-heure de Cadiz, à 1/4 d'heure des plages, et c'est assez sympa. Donc on a un petit peu anticipé, mais bien évidemment, toutes ces caractéristiques vont faire que l'offre et la demande va être plus ou moins forte d'un côté ou de l'autre, et ça va tirer les prix à la hausse. Donc en fait, pour faire vraiment simple et caricaturer un petit peu le trait, sur toute l'Andalousie, on peut trouver des choses entre 1 200 et 5 000 euros du mètre carré en fonction des caractéristiques. Faisons un focus sur Malaga et la Costa del Sol parce que cette ville est simplement surprenante par son évolution. Comme je vous l'ai dit, moi je suis ici depuis 2004, j'avais un petit appartement, j'habite ici depuis 15 ans et j'ai vu cette ville complètement se transformer, et à chaque transformation, l'engouement montait. Donc aujourd'hui, cette ville, c'est un rayonnement qui est impressionnant, mais surtout dû à son aéroport. Au bout du compte, à aujourd'hui, il y a, je crois, j'ai lu ça hier, l'aéroport de Malaga dessert 36 pays et plus de 140 villes. Donc, ça crée un dynamisme dans cette ville qui est connecté également au train. Donc, ça veut dire qu'on peut aller à Madrid en 2h15, on peut aller à Cordoba en 35 minutes. C'est même relié maintenant à Barcelone. Donc, entre le TGV
Et les avions, c'est vraiment une ville qui est connectée à l'Espagne, connectée à l'Europe et même connectée au monde. Nous, aujourd'hui, on fait quasiment une vente par mois à des Canadiens, des Québécois, parce qu'il y a 2 vols par semaine, Malaga-Montréal. Et bien évidemment, vous imaginez pour un Québécois de découvrir l'Europe, pour lui, c'est génial. Il y a aussi des lignes directes pour New York, pour Dubaï. Enfin, bon, voilà, il y a une vraie. La Costa del Sol fait que c'est un vrai fourmillement de nationalités et ça crée un vrai dynamisme et un vrai cadre vraiment très très sympa. Bien évidemment, on est là, les gens ils viennent ici pour le soleil. C'est un climat super doux. Il y a un hiver. Pour moi qui suis là depuis 20 ans, mais quand on vient du nord de la France et qu'on arrive l'hiver, ben voilà, les gens disent non, c'est pas un hiver. Mais voilà, c'est doux toute l'année. Il y a de l'animation toute l'année, c'est pas saisonnier, c'est aussi ça que les gens, là je parle de Malaga, mais aussi de la Costa del Sol. On peut manger sur des plages, il y a du monde sur les Passeos Maritimes le week-end, dès que voilà, il y a du monde tout le temps. Donc il n'y a pas ce côté hiver-été, non, c'est une vie qui vit toute l'année et qui vit à la fois pour des gens qui viennent faire le farniente ou des retraités, mais c'était un peu le reproche que je faisais, c'était un peu une ville de touristes et une ville voilà, de gens qui viennent passer leur retraite. Mais on sent que vraiment, il y a maintenant des gens qui viennent s'installer, des jeunes familles, des jeunes couples qui viennent s'installer avec des enfants, qui viennent faire leur vie ici, parce qu'il y a tous les services, notamment le lycée français, des hôpitaux internationaux. Donc les gens n'ont plus peur de ce côté aussi au niveau problème de santé, ils sont rassurés. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que au niveau travail, l'Andalousie était réputée pour, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait en Andalousie à part être serveur ou travailler dans le tourisme, etc. Là, maintenant, il y a vraiment un pôle technologique qui est en train de se développer à Malaga. On appelle ça le Tech Park. Et donc, on a des grosses sociétés. Il y a Google, Oracle, Accenture, IBM. Enfin, il y a une dizaine de fleurons comme ça de la technologie qui font que il y a plein de gens qui viennent, plein d'expats qui viennent travailler. Donc, ça crée vraiment un mélange et du coup, cette ville est devenue vraiment géniale parce qu'elle s'est réformée. Elle s'est réformée aussi au niveau architecture. Ouais, ça s'est vraiment développé, tout ce qui est architecture. Il y a des quartiers. Bon, par exemple, j'habite en sortie de Malaga, dans le quartier de Teatinos. C'est le quartier un peu étudiant où il y a vraiment de la vie tout au long de l'année. C'est vraiment typique espagnol. Mais en même temps, il y a des résidences familiales, des appartements avec piscine, piste de paddle. Et tous les soirs, alors pas tous les soirs, mais 2 fois par semaine quand je fais mes footings, c'est vraiment en train de construire. Il y a vraiment des nouvelles résidences, des nouvelles maisons. Et comme on dit, si ça construit, c'est qu'il y a vraiment du potentiel et un avenir dans cette ville. Je rajouterais que moi, plein d'amis ou de la famille, quand ils viennent sur Malaga, il y a vraiment une énergie positive. Les gens se sentent bien. C'est très sécure. Il y a à faire pour tout le monde, ceux qui veulent visiter des musées, ceux qui veulent visiter l'Alcazaba. Si vous sortez du centre de Malaga, vous avez Pedregalejo, El Palo. C'est vraiment ces petits villages de pêcheurs où on peut aller manger à 14h, prendre des petites tapas, manger du bon poisson, l'espeto. Ça, c'est le plat typique de Malaga. Et tout ça en bus depuis le centre-ville. En 5-10 minutes, vous êtes à Pedregalejo, El Palo. Et c'est vraiment top. Ouais, c'est qu'en fait, moi, j'ai vu transformer cette ville parce qu'il y avait le centre-ville historique qui était joli, mais encore, il y avait quelques rues qui étaient toujours un petit peu abandonnées. Maintenant, le centre-ville historique, il est parfait. Il y avait la côte où il y avait l'entrée, c'était des anciennes usines de céramique avec des grandes tours, tout ça, ça a été rasé. Il y a un super Paseo Maritimo qui porte le nom d'Antonio Banderas, super Paseo Maritimo avec des plages, des pistes cyclables, etc., qui vous emmène en ville. Et après, surtout, il y avait un port industriel. Bon, les ports industriels, on sait ce que c'est. Au niveau esthétique, c'est jamais très sexy. Là, le port industriel, il est devenu un petit peu il a quasiment disparu. Et c'est maintenant un énorme port qui reçoit des énormes bateaux de croisière. Donc là, les bateaux de croisière arrivent. Il y a toute une zone touristique avec des bars et des restos, des concerts le soir, etc. Donc, c'est vrai que cette ville-là, elle est vraiment géniale. Alors, bien évidemment, ces conséquences de tout cet attrait, c'est que les prix ont pris quasiment plus de 40% en 3 ans. Donc, c'est la rançon du succès, mais franchement, on sait pourquoi et je pense que l'engouement est toujours là malgré cette hausse de prix. Pour vous faire un petit topo
Un petit topo, ça, je vous ai un peu résumé tout ça. Les richesses culturelles, effectivement, il y a des musées qui sont assez connus, qui sont le musée Picasso, c'est la ville natale de Picasso. Vous avez un musée Thyssen et vous avez un musée Pompidou. Donc, en fait, il y a ces 3 styles différents. Je vous ai parlé de l'accessibilité, du lycée français, etc. Donc, je vais vous donner un peu des repères. En fait, à aujourd'hui, si on veut vraiment être dans le centre historique, je vous ai mis cet appartement-là qui est un appartement un peu symbolique. Ouais, je veux dire, on est dans le centre-ville, vraiment historique, une chambre. Vous avez 53 mètres carrés et on est à 275 000 euros. En fait, c'est à peu près l'enveloppe qu'il faut compter pour avoir un appartement dans le centre historique. Pour une chambre. Après, on va chercher un petit peu des choses, des bons compromis. On a ce qu'on appelle l'Archarquiès, on n'est pas tout à l'heure. C'est à l'est de Malaga, donc beaucoup moins développé touristiquement. Et en fait, la particularité, c'est que ça monte, dès qu'on sort de la côte, ça monte direct d'un petit truc de montagne. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent des belles vues. Il faut faire 5-10 minutes, minimum 5-10 minutes. On arrive sur des fincas qui sont sympas. Et je trouve que par rapport à tout ce qu'on peut voir en termes de prix, par rapport aux qualités, aux prestations, au style que ça présente, voilà, c'est sûr que ça reste des budgets, 365 000, mais quand on voit la maison qu'on vous a mis, 4 chambres, une piscine, une magnifique vue, voilà, on va dire qu'à moins de 400 000 euros, sur cette région-là, on peut avoir un petit peu la villa qu'on a un peu tous imaginé en vacances. Voilà, venir passer ses vacances avec des amis en famille, être là, la piscine, le barbecue, on descend, on est à 20 minutes, maximum une demi-heure de la plage. Bon, voilà, c'est un peu le symbole. Ça reste encore accessible malgré toute l'effervescence qu'il peut y avoir sur cette côte. Et si on raisonne appartement, aujourd'hui, je trouve également que la zone d'Estepona, qui est à côté de Marbella, est attirée par Marbella, commence à être mangée par Marbella, on commence à faire un amalgame entre les deux. Il y a des résidences qui sont vraiment de bon standing. On a un quart d'heure de Marbella, 5 minutes de la plage en voiture, et on a des résidences à 2 chambres à 225 000 euros. Pour vous donner que la Costa del Sol, oui, il y a eu de l'engouement, oui, les prix ont augmenté, mais malgré tout, par rapport à toutes les prestations que ça offre, il y a encore des endroits où avoir un bien, que ce soit une maison ou un appartement, ça reste encore possible. Donc voilà pour le focus sur Malaga. Je laisse Thomas nous parler un peu de la zone qu'il connaît bien, donc tout l'ouest. Tout l'ouest de la province. Tout à fait. Là, on est en train de développer où moi, je vais aller m'installer directement sur place pour avoir bien évidemment une meilleure connaissance encore du marché, mais surtout une meilleure réactivité pour nos clients. On va commencer par la province de Huelva. Alors, à la province de Huelva, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'ai eu pas mal de recherches pour des clients. Et notamment, alors des clients qui connaissaient, mais notamment pour des clients français d'origine portugaise qui avaient leur famille au sud du Portugal, donc tout ce qui était Faro, Albufeira, Lagos, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et tout simplement, ils choisissent d'acheter à la frontière espagnole, donc sur les villes de Ayamonte, Isla Cristina, Grand Maximum, Huelva, Punta Umbria. Tout simplement parce qu'en fait, l'immobilier par rapport au sud du Portugal est 50% moins cher. Ensuite, ça va vraiment être une province qui est très naturelle, sauvage, où vous avez quand même beaucoup moins de tourisme que sur les autres provinces. Mais le bel avantage de cette province-là, c'est qu'à 5 minutes de la mer, on peut trouver des appartements 2 chambres, 2 salles de bain, dans des résidences des années 2000-2005, avec piscine, super bien entretenue, pour aux alentours de 140 000, 150 000 euros prix du bien. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Mais c'est une province qui est victime de son succès parce que, comme toute l'Andalousie et comme toute l'Espagne, les prix montent. Pour vous donner un ordre de prix, hier, je regardais, j'ai l'appartement, donc on a réalisé un projet il y a 1 an, un 2 chambres, 2 salles de bain, un client l'avait acheté 115 000 euros. À l'heure actuelle, dans la même résidence, les mêmes appartements sont aux alentours de 135 140 000 euros. Voilà. Un petit peu pour cette province de Huelva. Ensuite, en termes de tourisme, vous avez un village qui est juste magnifique. C'est un village de sable, El Rocío de Almonte. Vous allez passer une journée là-bas,
un bon restaurant le midi, vous baladez dans le village. C'est simple, c'est un village, vous n'avez pas de voiture, elle se gare à l'entrée, mais par contre, vous n'avez que des chevaux qui se baladent. C'est encore plus prononcé que la Camargue de vers chez nous en France, mais il faut vraiment aller visiter ce village-là si vous passez dans le coin. Donc voilà un petit peu pour cette province de Huelva. Alors, effectivement, ça fait partie quand on voit l'évolution de l'Espagne en général et quand on pense de façon très, très pragmatique à l'évolution des prix, aux gens qui achètent, qui veulent leur résidence secondaire, il n'y a pas de raison que cette province-là ne se développe pas. C'est sauvage, il y a du climat, c'est proche du Portugal, il y a vraiment plein d'atouts. Et là, on a fait quelques ventes parce que, bien évidemment, aujourd'hui, quand on compare par rapport à ce qu'on vient de voir sur la Costa del Sol, voilà, c'est un appartement que tu aurais pu vendre. C'est Costa et Souris. Ça. Exactement, c'est à Costa et Souris où c'est qu'on avait réalisé 2 projets l'année dernière. Et par exemple, ça, à l'heure actuelle, c'est à 149 000 euros. Mais nos clients l'avaient acheté aux alentours de 110 et 128. Donc ça monte un petit peu, mais ça reste toujours abordable pour nos clients. En fait, c'est toujours pareil. Ce qu'on regarde, c'est un petit peu le sens et le rattrapage. Nous, on voit, moi, ça fait 12 ans que je suis là, je vendais le budget typique des clients qui me sollicitaient, c'était 150 000, 160 000 euros. Et les gens, ils voulaient 2 chambres, une salle de bain, une terrasse à l'extérieur, une résidence avec piscine. Au début, je travaillais sur Benalmádena, les prix ont monté. Ok, c'était un peu compliqué. Je leur montrais d'autres zones. Je les emmenais sur Miras Costa. Ok. Et petit à petit, on bouge comme ça. Et aujourd'hui, je me pense que cette zone-là, elle a encore ce potentiel. Si nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'emmener les gens qui, malheureusement, le type d'appartement qu'ils voulaient, ils ne peuvent plus l'avoir sur la Costa del Sol. Ok, c'est grave ou c'est pas grave? Ce qu'on veut généralement, c'est un bout d'Espagne, une résidence secondaire, vivre à l'espagnol, le soleil. Enfin, voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être ensemble autour de cet ordinateur pour discuter ensemble. Eh bien, je trouve que cette province de Huelva, elle apporte tout ça. Simplement, il n'y a peut-être pas le focus qui est mis dessus, peut-être que les moyens de transport ne sont encore pas à la hauteur, mais il n'y a pas de raison que cette région côtière, en plus frontalière du Portugal, de l'Algarve, qui est une magnifique région que tout le monde connaît, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Donc, c'est un peu mon expérience de voir comment les choses évoluent. Bien évidemment, dans la vie, il y a la conjoncture, il y a la structure. Structurellement parlant, je pense que ça va monter, même si la conjoncture peut faire des fois retarder un petit peu tout ça. Le fond de l'histoire, c'est que cette province-là, je pense qu'elle a de l'avenir. Ouais. En termes d'accessibilité à Huelva, on est à 1h15 de l'aéroport de Séville, on est à 45 minutes de Faro, et ensuite là, ils sont en train de mettre une ligne ferroviaire de Séville pour accéder jusqu'à Huelva. Ça va être fait, ça va être terminé aux alentours de 2028-2030. Un petit peu pour votre information. Je réponds à Hubert au glacial. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question. Alors, ça, je savais très bien, j'avais déjà anticipé cette question parce qu'on me la pose très souvent. Au glacial, oui, mais pas comme en Algarve. Moi, par exemple, quand j'étais parti à Lagos et à Faro, l'eau, elle ne dépasse pas 16-17 degrés. On passe jamais au-dessus des genoux. Mais là, pour le coup, sur Huelva, l'eau est un petit peu plus chaude. Et ensuite, sur la province de Cadix, là, il n'y a aucun souci pour se baigner. Et nous, il ne faut pas croire que sur Malaga, on a les courants de Gibraltar qui viennent. On n'est pas non plus forcément habitué à l'eau très chaude non plus. Mais non, on peut se baigner à Huelva sans aucun problème. Ok. Passons à la province de Cadix, Thomas. Bien sûr, ouais, province de Cadix. Alors, moi, la province de Cadix, j'ai vraiment connu cette province de Cadix il y a 5-6 ans, quand j'étais parti passer mes vacances à Conil de la Frontera, et j'avais vraiment eu un coup de cœur. Coup de cœur, pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'adore tout ce qui est l'océan Atlantique, et ça ressemble vraiment à tout ce qui est le Pays Basque chez nous, les Landes, Osgore. On a vraiment des plages mais magnifiques, naturelles, avec notamment la Dunia des Bologna. C'est un petit peu la dune du Pilat de vers chez nous. C'est des villages blancs. Et ce que j'aime avant tout, c'est vraiment ce côté typique, ce côté local. Il y a du tourisme, c'est un tourisme espagnol. Il y a également des Français, des Italiens qui viennent, mais il n'y a pas ce surtourisme comme des fois on peut trouver dans d'autres provinces d'Espagne. En termes de prix, ça reste quand même attractif, plus cher que sur la province de Huelva. Mais là, en étant sur place,
je commence à connaître des petits villages à 15, 20, 30 minutes maximum de l'océan, aux alentours de Jerez de la Frontera. Et il y a vraiment du potentiel. Ensuite, pour les investisseurs, parce qu'il y a de tout. Sur Cadix, vous pouvez avoir des résidences secondaires pour nos clients, des changements de vie, mais également pour les investisseurs. Pour les investisseurs, il y a énormément de demandes pour la location, mais peu d'offres. Par exemple, une finca rustica, donc une maison, on peut en trouver entre 250 000 et 300 000 euros. Mais par contre, vous pouvez louer à la semaine entre 1 500 et 2 500 euros, tout ce qui est mois de juin, juillet, août et début septembre. Donc ça, pour ça, il y a vraiment du potentiel pour nos clients. Pareil, c'est une province où les prix augmentent, mais sont encore attractifs. Effectivement, alors moi j'habitais Saint-Jean-de-Luz avant, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, il y a plein de choses que j'adorais, mais l'océan me manquait, et le surf, etc., ces ambiances-là, et là on retrouve vraiment ça, quoi. Mais avec le côté espagnol, donc le mélange est vraiment très sympa. Et le climat également, il fait beaucoup moins chaud qu'on est sur l'océan Atlantique, il fait beaucoup moins chaud que dans les terres. Donc ça peut permettre aux personnes qui n'ont pas envie de chaleur des terres de venir sur la province de Cadix. Là, ici, pour la province de Cadix, on vous a mis un exemple de maison. On est sur 138 mètres carrés, construit, habitable. Du coup, on est sur 125. Il faut toujours enlever 10 à 15% en moyenne, grand maximum. 3 chambres, 2 salles de bain, parcelle de 500 mètres carrés. Ça, c'est parfait pour ne pas avoir d'entretien et pouvoir faire des allers-retours avec la France pour les gens qui veulent soit faire de l'investissement locatif, soit avoir une résidence secondaire ici sur Cadix. Piscine, on est à 260 000 euros. Voilà. Ça, c'est le bien type que, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vraiment, c'est le bien type que les gens recherchent généralement quand ils veulent leur résidence secondaire, quand ils veulent une maison. C'est vraiment le type de maison qu'ils veulent. Là, on a combien de la plage? Là, ici, on est à 15 minutes de la plage. On est aux alentours de tout ce qui est Chiclana, de la Frontera. Donc, c'est top ça. Super. On a mis un autre exemple après. Un autre exactement. Donc là, Conil de la Frontera. Donc là, c'est un village qui est quand même un petit peu plus grand, plus touristique également l'été. Et là, vraiment, on est une maison à 5 minutes de la mer, 4 chambres. Bien évidemment, la maison est plus grande, 2 salles de bain, plus d'espace extérieur. Donc là, c'est normal, vu qu'on se rapproche de l'océan, on est à 375 000 avec un village de Conil qui est vraiment magnifique, un village blanc superbe. Ouais, c'est vraiment, ça vaut le détour. Santa Maria, là, on monte. Là, on a voulu vous montrer également un appartement. Alors, bien évidemment, là, on a pris un appartement en bord d'océan. Sur le Puerto de Santa Maria, c'est à Cadix. Pour le coup, le Puerto Santa Maria, ça va vivre, je dirais, 6-7 mois dans l'année. On va quand même avoir des périodes creuses, mais ça a également son charme l'hiver et le début de printemps. Là, on a une vue mer, 2 chambres, 80 mètres carrés. Là, on est sur un immeuble, on est au 9e étage. Orientation ouest, résidence avec piscine, et là, on est à 290 000 euros. Ou même si 290 000 euros est un prix, ça reste quand même, on est en vue mer. En fait, c'était pour vous montrer un petit peu l'excès. C'est vraiment là, vous êtes un appartement vue mer, première ligne de plage en ville, même si ça vit moins l'hiver, c'est une ville quand même. Donc, vous descendez, pas de voiture, vous avez tous les commerces, les restos, les bars. Donc là, c'est aussi un petit peu des symboles que nos clients recherchent. Un appartement également sur Conil pour ceux qui ne veulent pas investir dans des maisons. On peut également vous montrer un appartement de 3 pièces, 2 chambres, une salle de bain, pareil à 5 minutes de la mer. Ça, par exemple, c'est un appartement qui, pour les investisseurs ou pour une résidence secondaire ou pour un changement de vie, même si les gens qui veulent un changement de vie veulent quand même avoir un petit extérieur. Voilà, en termes de prix, on est à 265 000 euros. Voilà, la province de Cadix, une province qui est relativement élevée, hein, plus que Huelva, parce que vraiment, c'est une super province. Ouais. Pour Cadix, alors juste avant de vous parler sur ces villes capitales, pour Cadix,
Comment on accède à Cadix? C'est pareil, depuis l'aéroport de Séville, ou même, ce que j'ai vu également il y a quelques semaines, vous pouvez accéder directement à l'aéroport de Jerez, de la Frontera, où vous avez 2 à 3 fois par mois, depuis Montpellier, depuis Marseille, depuis Paris, depuis Bordeaux. J'ai également vu moins depuis Toulouse, également depuis l'Allemagne, des vols directs jusqu'à Jerez de la Frontera. Ou sinon, vous pouvez faire escale, l'aéroport le plus proche de chez vous, jusqu'à Barcelone ou Madrid ou Bilbao, et ensuite accéder directement à Jerez de la Frontera. Et à 15-20 minutes, vous pouvez accéder à votre chez vous. Ok, passons à Séville, à la ville de Séville, à la province de Séville. Ouais. Séville, donc Séville capitale, c'est la capitale de l'Andalousie. Il se passe quelque chose dans Séville. Moi, par exemple, à chaque fois que je vais à Séville, et j'y vais très souvent, il y a une âme, que ce soit dans le mode de vie, que ce soit dans le rythme de vie à l'andalouse, le côté architecture, ces petites rues de Séville. Il fait bon toute l'année, très chaud quand même l'été, tout ce qui est juin, juillet, août. Après, par contre, il y a un hiver. Il fait quand même frais le matin sur Séville. Et ensuite, cette ville de Séville, Séville capitale, il y a vraiment pour tous les goûts, que ce soit en résidence secondaire, changer de vie, investissement locatif, que ce soit en longue ou courte durée, parce qu'en fait, il y a énormément d'Erasmus, énormément d'étudiants, énormément d'expatriés qui viennent 8 mois, 10 mois vivre, se faire un petit road trip en Andalousie. Donc, il y a vraiment de la demande. On vous a fait un petit exemple. On tenait à vous faire également un exemple parce qu'on a réalisé le projet d'un de nos clients il y a un mois. Là, ici, c'est dans le petit village de El Cuervo, des Sevilla, où on se situe entre Séville et Cadix. On est à 40 minutes de Séville et de son aéroport, et on est à 30 minutes de l'océan, de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera. Une maison de ville. Donc là, ici, c'est une grande maison de ville à l'Andalouse, 125 000 euros. Bien évidemment, il y a du rafraîchissement à prévoir pour vous le mettre à votre goût, mais niveau investissement pour changer de vie, pour ceux qui ont un petit budget, là, par contre, vous allez vraiment trouver un village qui vit tout au long de l'année, typique et local. Voilà, ça, c'est important, parce qu'en fait, il y a vraiment un contraste entre le côté côte, côté plage, et après le côté intérieur. Et le côté intérieur, selon les côtes, il faut aller plus ou moins loin. Mais enfin, concrètement, vivre dans une ambiance espagnole, dans un village typique, avec de l'animation, des commodités, ça reste très, très, très accessible. C'est-à-dire que là, on a un bien en vente à 80 000 euros, par exemple, près de Ronda. Ouais. On a vendu à Orgiva à 71 000 euros, quelque chose, la semaine dernière. Donc, vraiment, si vous voulez vivre dans un village espagnol, c'est super accessible, vraiment très accessible. Et les gens sont surpris. On n'est pas dans des villages dépeuplés, comme on peut voir en France, triste à mourir, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce. Non, dans tous les commerces, il y a une vraie âme. Il y a la place du village, il y a les bars, les restaurants autour, il y a du monde tout le temps, sauf l'après-midi quand c'est l'heure de la sieste qui fait trop chaud. Mais sinon, ça sort, ça boulangerie, supérette, etc. Et on vit à l'espagnol. Si vous avez le projet de changer de vie, de vivre à l'espagnol dans un cadre sécuritaire, à un budget de moins de 100 000 euros, c'est accessible. Bien évidemment, si vous voulez avec 80 000 euros être au bord de la plage, ce n'est pas possible. Mais si vous êtes dans vivre à l'espagnol, c'est possible. Et là, on vous a mis un appartement dans Séville, vraiment en Séville Centre. Ouais, Séville Centre. Là, on est à Feria, juste à côté du quartier Alameda d'Hercules. Tout pareil, tout à pied. On est à 5-10 minutes du barrio Santa Cruz, de Triana. Et ça, par exemple, c'est un appartement qui a une licence touristique à moins de 250 000 euros avec 2 chambres. Pour ceux qui connaissent Séville, ceux qui ne connaissent pas, Séville, c'est une merveille, c'est un bijou. Et je trouve qu'avoir un appartement au cœur de ce bijou, ça reste encore raisonnable. Ouais, dans ces prix-là. Pareil, là, du coup, on est à Alameda. J'y étais encore hier parce qu'il fallait amener l'acte notarié à un client avec qui on avait réalisé le projet. Pareil, il en est très content. Il a fait des travaux dans son appartement. Il se l'est mis, des petits travaux, il se l'est mis à son goût. Et en fait, il vient un week-end par mois depuis Paris. Il fait Paris, Séville. Et il vient se passer du bon temps et passer un week-end sur Séville. Et il s'y plaît. Voilà.
Alors, on a fait un petit, bon, c'était un peu, la région est vaste, hein, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, on a essayé de synthétiser un peu, 3/4 d'heure, c'est peut-être un petit peu long, j'en suis désolé, mais vraiment, l'objectif de ce balayage de toute l'Andalousie, c'était vraiment que quel que soit votre projet, quel que soit votre budget, il faut être ouvert, hein, parce que des fois, on est sollicité, les gens sont focalisés sur quelque chose, oui, c'est pas possible, alors, ok, non, sur l'Andalousie, vous allez trouver votre bonheur, hein, appelez-nous, on discute ensemble, on regarde ça, mais voilà, vous avez une base, ce tableau récapitulatif, c'est une base de réflexion, mais appelez-nous et nous, on vous dira, en 5 ou 10 minutes, on vous dira votre projet, si c'est jouable, où il faut que vous alliez, etc. Vraiment, c'était l'objectif de cette présentation, c'est que vous soyez motivés. Les projets, on en a tous. Après, il y a deux types de projets, ceux qui se réalisent, ceux qui ne se réalisent pas. À aujourd'hui, nous, on est là pour que les projets se réalisent et que vraiment, quand les gens nous embauchent et qu'on commence à travailler pour eux, on n'a une seule chose en tête, c'est de réaliser votre projet. Et je pense que l'Andalousie a tellement de possibilités que votre projet doit pouvoir se réaliser. Donc, merci. On passe aux questions. En fait, on peut passer aux questions-réponses, soit via le chat. On va balayer un petit peu le chat, voir si pour répondre. On a juste une taxe foncière. Ouais. Alors, on va les faire dans le désordre. On va commencer par ça. On va remonter. Hubert, vous demandez de télécharger. Oui, on vous enverra un lien. Je pense que, techniquement parlant, on peut vous envoyer un lien de la présentation. Taxe foncière. En Espagne, on appelle ça l'IBI. L'impuesto sur le bienes inmuebles. Ouais. Et c'est raisonnable, en fait. Je sais pas, on va dire, sur un appartement de chambre, ça va être entre 300 et 400 euros. 300 et 400 euros. Et sur une maison typique, 1000 m² de terrain, 150 m² de surface, ça va être aux alentours de 600-700 euros. Et même des fois, beaucoup moins dans les petits villages. Nous, on a déjà eu des taxes foncières aux alentours de 150-200 euros dans les petits villages, pas plus, pour une maison de village. Sandra, forme de financement. Alors, François, la part de l'apport. La part de l'apport est-il environ 50% du bien? Vraiment, pour les cas particuliers, expliquer, on ne veut pas être trop technique par rapport à ça, mais effectivement, les banques espagnoles sont à même à financer les non-résidents, mais ça va être une histoire d'apport, bien évidemment, de solvabilité, hein, comme en France, mais il y a une histoire d'apport. Donc, c'est 30%, vous apportiez 30% du bien plus les frais. Donc, on peut dire avec 50%, c'est un petit peu large, mais c'est l'ordre d'idée. Forme de financement, c'est vraiment les mêmes formes qu'on peut retrouver en France. Hein, c'est un financement immobilier. Hein. Une question sur la plus-value. Relativement simple, la plus-value pour les non-résidents, vous allez avoir une retenue à la source de 3%. Le jour où vous allez vendre, le notaire va vous garder 3%. Bon, c'est un peu plus technique que ça après, c'est une retenue à la source, un prélèvement forfaitaire. Mais voilà, en gros, vous pouvez retenir ça et si vous voulez avoir plus de détails, on peut se parler sans problème. Bonne question. Demande locative, Axarkia. Oui, pour Hubert. Oui, parce que bien évidemment, c'est un type de bien que les gens recherchent pour passer leurs vacances. Ils ont une maison, vue mer, terrasse, piscine. Donc, ils font leur vie ici avec les enfants, les amis, la famille. Et puis, quand ils veulent, ils descendent dans la mer. Donc, oui, il y a de bonne demande, des bonnes rentabilités. Métaux mitigés, tout. Question. Ok. Le processus de succession, c'est pareil, on peut en discuter, c'est relativement simple. Il y a une dévolution successorale qui doit être faite chez un notaire espagnol. Et après, il y a tout un ensemble d'impôts à payer. Et ça, c'est pareil, on peut l'expliquer. C'est des choses qui se font relativement simplement. Ouais, peut-on financer avec une banque suisse ou française? Oui, on travaille aussi avec des banques. Il faut simplement pouvoir mettre en garantie un bien en France. Si vous avez un bien immobilier en France sur lequel il n'y a plus de crédit, la banque française peut le prendre en garantie pour financer un bien à l'étranger et en Espagne. Réglementation, location courte durée. C'est compliqué en ce moment. On est en pleine transition.
Donc, c'est toujours possible, mais il y a pas mal de contraintes. C'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'un exposé juste pour ce sujet-là. Donc, c'est une maîtrise et qu'on peut vous expliquer. Il y a eu 2 questions juste en haut, notamment sur la location longue durée sur Ronda, Rennes et Cordoue. Alors, tout ce qui est Ronda, alors, dans tous les petits villages, quand je dis petits villages, c'est des villages de plus de 5000 habitants. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Sur Antequera, donc là, c'est une grande ville, 50 000 habitants. On a une cliente qui a acheté une maison, 5 chambres, pour pouvoir louer la chambre à des étudiants, parce que c'est une ville étudiante. Donc, il y a une demande toute l'année. Pareil, dans les petits villages, vous avez énormément de demandes et peu d'offres. Donc, si vous voulez investir aux alentours de 150 000 euros dans un petit village, sachez que ça va être loué en longue durée, sans souci, parce qu'il y a énormément de demandes et peu d'offres. En fait, il y a une vraie cohérence dans ce qui est en train de se passer en Espagne, en Andalousie en particulier. C'est l'attrait. Donc, il y a de plus en plus de monde qui viennent, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'installer et il n'y a pas beaucoup d'offres locatives. Et du coup, il y a un problème. C'est pour ça que le gouvernement s'attaque aux licences touristiques, parce qu'il faut libérer un petit peu de logements pour les gens qui veulent se loger à l'année. Donc, en fait, du coup, les loyers sont très, très chers. C'est pour ça qu'il y a de la bonne rentabilité. Une question sur Séville, par exemple, un appartement, une chambre à Séville, combien on dirait? Un appartement, une chambre à Séville, on va être aux alentours en fonction bien évidemment où il est situé, on va être entre 195 000 euros et 210 000 euros. Et en termes de taux d'occupation, vous allez avoir un taux d'occupation de 90-95%. Et en moyenne, à la nuitée, une chambre, ça va se louer entre 170 et 100 euros. Et par contre, là où c'est que les prix vont exploser, ça va être pour la Semana Santa et pour la feria. Après, ces histoires de licence, en fait, il y a deux organismes, 2 instituts qui légifèrent sur ça. Il y a la Junta d'Andalucía, la région, et il y a les mairies. Et donc, en fait, ce qui se passe au niveau des mairies, c'est une histoire de quotas en ce moment. Donc là, ils ont fait toute une étude et ils ont jugé que l'impact sur les loyers longue durée commençait à être très, très négatif lorsqu'on dépassait un quota de 8%. Donc, en fait, ils sont en train de se caler vers ça, où en fait, ils vont limiter les licences touristiques à 8% par quartier. Et c'est en train… Chaque ville faisait un peu ce qu'elle voulait. Et là, en fait, ils sont en train de prendre ce modèle. Donc, il faut en être conscient. Lorsqu'on est sollicité, on a des investisseurs qui nous donnent des missions. Voilà, j'ai tel budget, je veux telle rentabilité. Pour ça, je dois louer en location courte durée. Eh bien, notre mission n'est pas simple en ce moment. Mais c'est une transition, parce que la nouveauté également, c'est que depuis le 3 avril, mis à part ces contraintes mises en route par les mairies, il y a la contrainte mise en route par la Junta d'Andalucía. Il faut à présent que les copropriétés votent à 3/5. S'ils ne donnent pas leur accord, on ne peut plus sortir de licence touristique. Donc, en fait, ces 2 contraintes fait que pour le moment, tant que les copropriétés n'auront pas voté, la marge est un petit peu faible, mais on peut trouver des choses. Location longue durée sur Séville, une chambre, pareil, en fonction de la localisation, on va être entre 600 et 800 euros par mois. Alors, juste pour cette histoire, c'est vrai que moi, j'ai connu l'époque avant la tendance Airbnb. Maintenant, tout le monde a ça dans la tête. Dès qu'on a un bien, on se dit pourquoi pas, je ne louerai pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, c'est devenu dans la culture de chacun pour faire de la rentabilité. Mais aujourd'hui, la valeur sûre, c'est la location. Si vraiment vous voulez être investisseur avec une valeur sûre, sans être contraint par les règles sur les licences touristiques, vous avez la location longue durée. Il y a une telle pénurie. Aujourd'hui, Benalmádena, c'est une cité balnéaire qui est située à une vingtaine de minutes de Malaga, qui est connectée en train. Aujourd'hui, on a vendu un studio. Il faisait 21 mètres carrés de studio. Il y avait une locataire qui payait 650 euros dedans. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle ne trouvait rien. Aujourd'hui, une famille qui a 2 enfants, qui veut un appartement 3 chambres, un appartement 3 chambres sur Benalmádena, c'est 1 500 euros. On ne parle même pas de… Donc, vous voyez, c'est que cette effervescence, même si les prix montent, au niveau loyer, ça suit également. Donc, il y a une vraie cohérence. Puis ça va être une autre gestion aussi. La personne qui veut louer en longue durée par rapport à la courte durée, ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas les mêmes taxes, ce n'est pas les mêmes charges. Donc, nous, on a de plus en plus de personnes qui reviennent grâce au prix, grâce aux loyers qui sont élevés, qui choisissent la sécurité et la facilité à distance et de la location longue durée.
Alors, vraiment, c'est super intéressant, cette histoire de location, de rentabilité, d'investissement. Mais je ne voudrais pas qu'on termine, je vois que les gens commencent à partir parce que vous avez sans doute des obligations. Je ne voudrais pas qu'on termine sur ce point-là. Moi, ce que je veux dire par expérience de vie depuis 20 ans, c'est que j'ai l'impression que les gens qui nous sollicitent, ils ont vraiment surtout envie d'avoir un échappatoire, un pied-à-terre pour vivre à l'espagnol, pour profiter de l'Espagne et de sortir peut-être d'une ambiance qui peut être un peu compliquée en France en ce moment. On entend vraiment de façon récurrente ces discours-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, notre exposé est un petit peu large par rapport au budget, par rapport aux différentes régions, fait que si aujourd'hui, votre objectif, c'est de dire, OK, je suis dans une monotonie où j'ai des contraintes professionnelles, etc., et je cherche un peu à m'évader, eh bien, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et c'est ce qu'ils veulent. Et en fait, qu'ils achètent à Huelva, à Cadiz, à Malaga, à Almeria, mais au bout du compte, ils ont réalisé leur projet. Leur projet, c'est d'avoir un rayon de soleil dans leur vie, et quand ils en ont marre, ils prennent l'avion, ils prennent leur voiture, et ils viennent ici, et ils viennent se ressourcer. Et en fait, c'est ça. Et si en plus de ça, on peut prendre quelques petits billets en louant, tant mieux. Mais la base, quand même, c'est de réaliser son projet, d'avoir ce pied-à-terre. Et beaucoup de gens ont mis un pied comme ça, et il y a beaucoup de gens qui ont anticipé leur retraite et qui sont finis par s'installer par anticipation, et qui sont très heureux ici, et qui reviennent en France parce que, OK, la famille, mais qui resteraient, ne se réinséreraient pas en France pour rien au monde. Donc vraiment, si vous êtes dans cet état d'esprit de réflexion, nous, on va être là pour vous aider à réaliser, et n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Petite question de Sandra sur les clés. Remise des clés. Nous, en fait, c'est simple. Du moment qu'on lance le mandat de recherche, on se met de suite au boulot. Et si on vous envoie le mandat de recherche, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir réaliser votre projet. Les statistiques, c'est que généralement, 95% de nos clients, entre 4 et 5 mois du moment qu'ils ont signé leur mandat de recherche, ils sont propriétaires, ils ont les clés. Voilà. L'avantage de l'Espagne, c'est que si vous avez un paiement comptant, en 2 semaines, vous pouvez être propriétaire et avoir les clés du moment que vous avez trouvé le bien. Voilà. Ok, je vous propose de terminer cette session. On a vraiment plein de choses. Je vois les questions qui filent. On aura plein de choses à dire. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On va essayer de se mettre en relation avec vous, savoir ce que vous avez pensé de cette présentation, savoir si vous avez des questions. Donc, on va se permettre de vous envoyer un courrier électronique pour avoir vos sensations. Et de votre côté, bien évidemment, on est à votre disposition. On est là pour répondre à vos questions et pour réaliser vos projets. Merci beaucoup à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée. À bientôt.